Bonjour. Est-ce qu'on s'est déjà posé la question de savoir ce qui fait vraiment tourner le monde? Je parle pas des grandes inventions, non, mais de quelque chose de beaucoup plus discret, les organisations. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce plan d'action, ce schéma invisible qui se cache derrière quasiment tout ce qu'on fait. Et si les choses les plus importantes, c'était justement celles qu'on ne remarque jamais? Réfléchissons-y une seconde. La poste qui livre le courrier à temps, le supermarché où les rayons sont toujours pleins. Franchement, on y pense quand? Jamais. Sauf le jour où ça ne marche plus. Eh bien voilà, on est en plein dans le mille. Le cœur du sujet, c'est ça. Une organisation qui fonctionne bien est tellement fluide, tellement intégrée à notre vie de tous les jours qu'elle devient complètement invisible. C'est un peu comme la plomberie à la maison, non? On n'y pense jamais jusqu'au jour où il y a une fuite. Alors, pour bien comprendre ce monde invisible, la première chose à faire, c'est de s'assurer qu'on parle bien le même langage. Il faut poser les bases, clarifier quelques mots-clés. Allons-y. Bon, on commence avec le b.a.-ba, la différence entre une organisation et une entreprise. En fait, c'est assez simple, mais c'est la clé de tout. Toute entreprise est une organisation. Logique. Mais attention, toute organisation n'est pas une entreprise. L'organisation, c'est le terme générique, le grand chapeau, un groupe de personnes qui agissent ensemble vers un but commun. L'entreprise, elle, est beaucoup plus spécifique. Son but, c'est de vendre des produits ou des services sur un marché. Et pour être encore plus précis, attention à ne pas confondre entreprise et société. C'est subtil mais important. L'entreprise, c'est le projet en lui-même, l'idée, l'activité. La société, elle, genre une SARL ou une ESA, c'est la coquille, l'habillage juridique. C'est le cadre légal qui permet au projet, à l'entreprise, d'exister officiellement et de fonctionner. Ok, maintenant que les bases sont posées et qu'on est au clair sur les termes, on peut commencer à cartographier ce territoire. Parce qu'en réalité, il n'y a pas un seul monde des organisations, mais plutôt quatre. Quatre grandes familles, chacune avec sa propre logique, sa propre raison d'être. Alors, les voici, ces quatre grands secteurs. D'un côté, le secteur lucratif, celui qu'on connaît le mieux. Ensuite, le secteur public. Puis, le non lucratif, qu'on appelle aussi le secteur associatif. Et enfin, un quatrième, l'économie sociale et solidaire. Quatre logiques bien distinctes qui, ensemble, structurent toute notre société. Voyez ça comme notre boussole pour explorer la suite. Le premier monde, c'est évidemment le plus connu, le secteur marchand, le secteur lucratif. Ça va de la petite boulangerie du coin de la rue jusqu'aux énormes multinationales de la tech. L'objectif, ici, il est très clair, créer de la richesse. C'est souvent vu comme le moteur de notre économie, même si bien sûr, ce rôle est aujourd'hui de plus en plus discuté. Deuxième monde, le secteur public. Là, on change complètement de logiciel. L'objectif, ce n'est plus le profit, mais l'intérêt général. On parle des mairies, des ministères bien sûr, mais aussi des hôpitaux publics, des universités, toutes ces institutions dont la mission première est de servir la collectivité. Le troisième monde, c'est celui du non lucratif. Pensez par exemple aux clubs de sport, aux associations caritatives, aux fondations ou même aux syndicats. Ici, le but n'est ni de faire du profit, ni d'exercer le pouvoir de l'État. Le but, c'est de servir des membres ou des bénéficiaires autour d'un projet commun, tout simplement. Et enfin, le quatrième monde, qui est une sorte d'hybride assez fascinant, l'économie sociale et solidaire, qu'on abrège souvent en ESS. Ce sont des organisations comme les coopératives, les mutuelles. Elles agissent sur un marché, comme une entreprise classique, mais avec des règles du jeu complètement différentes. Par exemple, une gestion démocratique, une personne égale une voix, et surtout, les bénéfices ne sont pas là pour enrichir des actionnaires, ils sont réinvestis dans la mission sociale de l'organisation. Voilà, on a vu les quatre grandes familles, avec leurs missions bien différentes. Mais maintenant, la question intéressante, c'est: qu'est-ce qui les ressemble? Parce que, malgré leurs différences, pour pouvoir agir, elles ont toutes besoin d'une chose absolument essentielle, un plan d'action. Autrement dit, une structure. Et c'est vraiment la question clé. Comment est-ce qu'une petite association de quartier et une gigantesque multinationale pourraient bien avoir quelque chose en commun? Eh bien la réponse, c'est qu'elles font face exactement au même défi. Comment on fait pour organiser l'action de dizaines, de centaines ou de milliers de personnes pour qu'elles aillent toutes dans la même direction vers un but unique? Pour trouver le début de la réponse, il faut faire un petit saut dans le passé. On est en 1916. Un ingénieur français, Henri Fayol, va poser les bases de ce qu'on appelle aujourd'hui le management. Il a introduit un concept que tout le monde connaît, la hiérarchie. L'idée à la base était simple: créer de l'ordre et de la clarté en définissant qui est responsable de quoi, qui décide de quoi. Mais le vrai coup de génie de Fayol, ça a été de définir un processus, une sorte de recette de cuisine universelle pour gérer n'importe quelle action collective. C'est son fameux modèle POCC. Ça sonne un peu technique, mais c'est très simple. P pour prévoir, anticiper l'avenir. O pour organiser, rassembler les moyens nécessaires. C pour commander, donner les directives aux équipes. Un autre C pour coordonner, s'assurer que tout le monde travaille en harmonie. Et le dernier C pour contrôler,
Vérifier que les résultats sont conformes aux prévisions. C'est une recette qui a plus de 100 ans, mais qui reste au fond au cœur de la gestion aujourd'hui. Et tout ça, ça nous amène à une définition toute simple, mais vraiment puissante. La structure d'une organisation, qu'est-ce que c'est au final? C'est tout simplement son squelette. C'est l'armature qui permet à un groupe de personnes de travailler ensemble de façon coordonnée et efficace. Pour le dire autrement, la structure, c'est un peu la mécanique interne de l'organisation. C'est l'ensemble des règles et des processus qui permettent de diviser le travail en tâches précises, de coordonner tous les efforts pour que tout le monde avance dans la même direction et de contrôler que tout se passe comme il faut pour atteindre l'objectif final. Mais attention, et ça c'est peut-être le point le plus important de tous, il n'y a pas de structure parfaite, pas de modèle unique qui marche à tous les coups. Une bonne structure, c'est une structure qui s'adapte en permanence. Elle doit s'adapter à quoi? Eh bien à son âge, à sa taille, à la technologie qu'elle utilise, à sa stratégie et bien sûr à son environnement. C'est logique, une petite start-up agile et une grosse administration bien établie ne peuvent pas et ne doivent pas être organisées de la même manière. Leur contexte est radicalement différent. Bon, si on prend un peu d'auteur pour conclure, quel est le fil rouge qui relie tout ce qu'on vient de voir, de la petite définition de départ jusqu'à l'idée de structure? Le point vraiment essentiel à retenir, c'est celui-là. Une organisation, ce n'est pas quelque chose de naturel. Ce n'est pas comme une montagne ou un fleuve. Non, c'est une construction sociale. C'est une pure invention humaine. Un outil, un formidable outil qu'on a conçu pour nous permettre de faire ensemble des choses qu'il serait absolument impossible de faire tout seul. Et ça, finalement, ça nous laisse avec une dernière question, une réflexion à emporter. Si les organisations ne sont que les plans, les schémas que l'on dessine pour travailler ensemble, alors la vraie question devient: quel genre de monde sommes-nous en train de construire avec? Quelle société? Quelles valeurs? Quel avenir est-ce qu'on dessine à travers ces plans d'action invisibles? Merci d'avoir suivi cette analyse.